invité ici aujourd'hui. Donc je vous salue tous en vos rangs, grades et qualités. Je suis Patricia Meva. Avec le nom Meva se retrouve à Tipa Tipa, mais le mien est originaire du Cameroun, mais je suis ivoirienne de naissance. Mon nom de famille est Eouma. Donc c'est Patricia Eouma, épouse en Meva, comme la loi aujourd'hui nous le permet. Je suis agro-entrepreneur, ingénieur mécanique de formation, très porté sur tout ce qui relève de la transformation, de la valorisation de nos matières agricoles, puisque c'est avec le cajou, les tisanes, les fruits que nous produisons, que moi-même je fais ma transformation. J'ai été très honoré d'être associé à cet grand événement qui va se dérouler du 13 au 18 août, mais pour lequel le comité d'organisation m'a fait l'honneur d'introduire un peu le thème agriculture, chaîne de valeur agricole. Aujourd'hui, nous avons tous comme objectif de participer à cette autosuffisance alimentaire, de créer aussi de la valeur au niveau aussi bien local dans nos zones rurales que dans nos villes. Ce qui demande de prendre conscience que nous sommes tous acteurs dans des chaînes de valeur. Et ici, nous parlons de des chaînes de valeur agricoles. Il faut prendre chaîne de valeur agricole au pluriel, parce que Djaka, c'est plusieurs spéculations agricoles. Le cacao, le panier à huile, le riz, le sésame, parce que je sais que le sésame est très présent traditionnellement dans la culture, le manioc, distingué pour la qualité de son attiquet, même si aujourd'hui il y a beaucoup de rivalité avec les peuples lagunaires à Caen, mais le manioc est une grande spéculation. Donc lorsqu'on parle de chaîne de valeur agricole, lorsqu'on parle d'agriculture au niveau du Djaka, il faut prendre toutes ces spéculations en considération. L'agriculture a été ou reste le socle de notre économie. Et le premier président disait « Le succès de ce pays repose sur l'agriculture ». Et il faut prendre en compte ici que repose n'est pas synonyme de aide. Le succès de ce pays repose. Ça veut dire que la base de notre évolution va être l'agriculture, mais va être tout ce que l'agriculture permet de faire. Valeur ajoutée, donc dès qu'on parle de valeur ajoutée, on parle aussi de chaîne de valeur. Dans la chaîne de valeur, nous avons plusieurs acteurs. Les agriculteurs eux-mêmes, sans lesquels cette chaîne ne saurait démarrer. Mais dans cette chaîne de valeur, nous avons d'autres acteurs. Parce qu'une fois que ça a été cultivé, une fois qu'il y a des spéculations, il y a des récoltes, il faut faire en sorte que cette production, ces différentes productions, arrivent sur la table du consommateur. Ça veut dire que les logisticiens font partie de cette chaîne de valeur. Ça veut dire que les commerçants font partie de cette chaîne de valeur. Tous ceux qui travaillent à valoriser, à ajouter de la valeur, donc les agrotransformateurs font partie de cette chaîne de valeur. Tous ceux qui participent à créer des produits nouveaux, les inventeurs de Côte d'Ivoire, les centres de recherche de Côte d'Ivoire font partie de cette chaîne de valeur. C'est pour vous montrer un peu l'immensité de ce qui vous attend à Djaka Festival cette année. Il ne s'agira pas simplement de venir rencontrer des agriculteurs, mais il s'agira de rencontrer en fait toute la Côte d'Ivoire, parce que nous sommes tous concernés, nous sommes tous consommateurs. Donc c'est l'occasion, un peu à la suite de la marraine, d'inviter tous les acteurs de l'économie ivoirienne à Djaka Festival. L'Atiéké aujourd'hui, Dieu merci, nous avons gagné ce combat d'avoir
l'Atiéké, appellation réservée aux productions ivoiriennes. Donc l'enjeu n'est pas de dire Atiéké de Côte d'Ivoire. L'enjeu aujourd'hui, c'est de pouvoir dire Atiéké de Kivu, Atiéké de Grand Laou, parce que Atiéké veut dire semoule produite en Côte d'Ivoire. Il faut que ce soit très clair pour tous les Ivoiriens que nous sommes. L'enjeu maintenant, ça sera de montrer au monde que nous sommes les maîtres de l'Atiéké. L'enjeu, ça sera de montrer au monde que pour tout ce qui concerne par exemple la culture, je suis toujours très honoré, très flatté de voir le pain d'Ida, mais il faudrait que dès maintenant, nous soyons tous invités à pouvoir être prêts pour que nous soyons aux couleurs de ce peuple avec ce beau pain qui, lorsque nous le voyons dans le monde, montre que nous sommes Ivoiriens et que nous nous considérons tous d'Ida. Je vais m'arrêter là pour ne pas être trop long. C'est un avant-goût. Et s'il y a des questions, je serai très honoré de pouvoir répondre. Bonjour madame, je suis David Bidia, promoteur de la Web TV Canal Ivoire. Vous avez parlé de l'Atiéké de Côte d'Ivoire, vous avez parlé aussi du pain d'Ida. Je voulais un peu comprendre si vous pouvez expliquer un peu le concept même du label. Un temps en Côte d'Ivoire, on a entendu dire que l'Atiéké avait été labellisé au Burkina Faso. Comme vous le dites, ça me fait plaisir d'entendre ce que vous venez de dire sur l'Atiéké de Côte d'Ivoire. Mais je veux dire, par exemple, le pagne que porte le commissaire général qui est labellisé DIDA, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça apporte véritablement au peuple d'Ida et à la Côte d'Ivoire, si je veux étendre ça jusqu'à l'Atiéké? Merci. Vous avez abordé deux choses. Atiéké, pain d'Ida, le concept de label. On est en plein dans ce qu'on appelle la propriété intellectuelle. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est pour vous dire, à Djaka Festival, il faudrait veiller à ce que l'OIP puisse être là pour pouvoir expliquer, mais je vais m'y essayer. Alors, le concept de label, c'est une chose particulière, mais ici, nous sommes dans la protection d'origine, qui est différent. C'est différent. Le label, c'est tout ce qui va être l'ensemble des caractéristiques qu'on donne à un objet, à un service, donc à un produit qui peut être un produit tangible, comme le manioc, quelque chose qu'on peut manger, quelque chose qu'on peut mettre sur le corps, ou comme une prestation de service qui va nous distinguer des autres. Donc une série de personnes se mettent ensemble pour définir des standards et décident que tous ceux qui respectent ces standards-là ont le droit d'utiliser le nom qui va être la caractéristique de leur label, donc de tous ces ensembles de standards, de normes qu'ils auront définis. Ça, c'est le label. Mais ici, l'Atiéké n'est pas vraiment un label. L'Atiéké, c'est un nom, un peu comme ces poissons que nous connaissons, ce pétillant de France, le champagne, qui est réservé à la région Champagne. Mais c'est un vin mousseux. Et il existe énormément de vins mousseux dans le monde. L'Atiéké est une appellation réservée à la Côte d'Ivoire. Il y a énormément de semoules. La semoule de manioc, c'est le résultat d'un procédé que malheureusement nous les Ivoiriens, nous n'avons pas su préserver pour nous. Dans notre légendaire hospitalité, nous avons aussi fait des transferts de compétences. Et les autres peuples savent aussi faire des semoules. Donc il suffit qu'ils voient les particularités de l'Atiéké pour que, étant maître ou maîtrisant le procédé ou la technique pour faire la semoule, ils puissent faire la semoule de manioc. Ce qui a permis au Burkina ou à la Chine de faire de la semoule de manioc. Le combat
pour les Ivoiriens a été de réserver l'appellation Atiéké à toute production de semoule d'origine ivoirienne. C'était ça le combat. Donc, on a fini par gagner parce que, du point de vue culturel, du point de vue linguistique, le mot Atiéké est connu comme étant un plat de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est un combat qui a été porté par nos autorités. Et comme culturellement, ça ne pouvait pas se discuter, cette appellation-là a été réservée à la Côte d'Ivoire. Ça, c'est l'appellation réservée à la Côte d'Ivoire. Mais la production de la semoule de manioc, qui est aujourd'hui connue par le monde, va continuer. Donc, tous ceux qui veulent faire de la semoule de manioc vont faire de la semoule de manioc, mais en dehors des Ivoiriens. Personne n'aura le droit d'appeler sa semoule Atiéké. Et il s'agira pour les Ivoiriens de veiller à ce que cela ne se passe pas. Ça veut dire qu'on a gagné un procès, on a gagné un combat, mais c'est maintenant qu'il va commencer. Parce que l'Atiéké, c'est ça qui rassure. Quand quelqu'un mange de la semoule de manioc, c'est parce que ça s'appelle Atiéké qu'il va être content de le consommer. Donc il y a l'utilisation de ce nom qui va rassurer. Ça, c'est pour l'Atiéké. En ce qui concerne le pain d'Ida, c'est une propriété du peuple d'Ida. C'est le résultat c'est un patrimoine. C'est un symbole sur nos chercheurs, nos historiens, que ces motifs, ces couleurs appartiennent à sa culture, de façon à ce que personne dans le monde n'appelle ce pain d'Ida en dehors du peuple d'Ida. C'est un combat à mener, il faut oser le mener, parce que après cela, il y a des intérêts énormes économiques, ou greffés à cela, il y a des intérêts économiques. Lorsque dans le monde aujourd'hui, les gens portent ce pain, mais est-ce que le peuple d'Ida reçoit quoi que ce soit? Parce que quand vous êtes propriétaire d'une œuvre, toute utilisation de cette œuvre va générer, du point de vue économique, de la valeur. Quand c'est votre propriété et que vous l'assumez, ben celui qui l'utilise vous reverse vos droits. Mais ça demande d'avoir mis en place tout un système de façon à pouvoir traquer dans le monde tous ceux qui vont utiliser ce pain, que ce soit au niveau du design, au niveau du textile. Donc, voyez un peu les enjeux, c'est-à-dire que le label, quand on parle de la protection intellectuelle, ce n'est pas seulement pour faire genre, pour s'accommoder de ce qui est actuel, mais il faut être conscient des enjeux derrière la propriété intellectuelle. C'est pour ça que, vraiment, je fais un plaidoyer pour que le commissariat général invite l'OIPI pendant cet événement, que tout le monde prenne conscience de ce que c'est. Toute région, toute culture a ses particularités. Et ce sont ces particularités qui font sa richesse. Cette richesse peut être juste potentielle. Ça veut dire qu'on reconnaît que c'est une richesse. On est fier de porter le pain, on y va. Ou bien elle peut être réelle, valorisée, création de richesses tangibles pour toutes ces personnes qui ont lutté pour conserver ce motif, pour toutes ces personnes qui ont lutté pour conserver cette technique. Quand on parle du raffia, il y a des peuples qui vivent d'accessoires faits avec le raffia. C'est une technique particulière. Ça peut donner lieu à des instituts. On est à l'INSAC, où on valorise la culture. Ça peut donner lieu à une filière d'enseignement sur tous ces procédés, tout ce savoir-faire. Donc, derrière ce qui est notre patrimoine, il faut voir, comme je dis, tout ce qui est toutes ces créations de richesse, tout ce qu'il faut faire, mettre en place pour pérenniser. Parce qu'une fois que ça vous a été reconnu, il faut que, de la même façon que nous connaissons aujourd'hui ces motifs, que nous mettions en place des systèmes
pour passer ce savoir-faire de génération en génération. Que lorsqu'on viendra pour l'édition du Djaka, de la 31e édition du Djaka Festival, que ce soit des instituts qui aient été mis en place, qui vont participer au développement de la région. Parce que quand on dit institut, ça veut dire surtout centre de recherche, ça veut dire des professeurs, ça veut dire de l'immobilier, parce que ces professeurs vont devoir vivre. Ces professeurs eux-mêmes viennent avec leurs enfants, qui vont devoir consommer. Ça veut dire création de nouveaux marchés dans la région du Lot-d'Ibois. Ça veut dire. Il faut en être conscient. Ça nous appelle à penser prospective. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on pense valorisation, mais dans 15 ans, dans 20 ans, dans 25 ans, dans un siècle, qu'est-ce qui sera de cette région? C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque déjà les gens ont les yeux sur votre patrimoine, ça veut dire qu'ils ont déjà vu comment est-ce qu'ils vont valoriser, comment est-ce qu'ils vont créer de la richesse par rapport à votre patrimoine.